Cette semaine, les accros du micro reçoivent Trana Wintour. Trana Wintour, humoriste, animatrice, chanteuse, productrice. T'es originaire de Pierrefonds ou Rock Bottom, comme tu le nommes toi-même. T'es entrée dans le milieu artistique en 2016. T'as commencé à faire des numéros d'humour en français en 2018. On retient entre autres tes passages à l'émission L'heure est grave à Télé-Québec et l'open mic de Virginie Fortin en 2019. La même année, tu as été sélectionnée au Just for Laughs New Faces Canada qui reconnaît les talents émergents. Tu t'es produite dans plusieurs festivals à Montréal, Toronto, Calgary. Pendant 3 ans, tu as co-animé le podcast Chosen Family avec ton acolyte Thomas Leblanc. Le projet a été classé dans le top 10 des podcasts humoristiques d'iTunes Canada et l'un des meilleurs podcasts d'Apple en 2018. Plus récemment, tu étais de la 2e saison de Big Brother Célébrité où tu as été une découverte et un coup de cœur pour des milliers de personnes, dont moi. Trana Wintour, bienvenue aux accros du micro. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup et merci pour cette intro. Wow. Non, mais là, moi, j'ai vraiment l'air gaga, mais pas lady. Mais je suis vraiment heureuse de pouvoir jaser avec toi. C'est vraiment un privilège. Là. Je suis toute énervée, moi. Là. Oh mon Dieu, mais pour moi aussi, c'est vraiment super fun d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que tu es encore dans le tourbillon qui a suivi ta sortie de Big Brother? Oui, quand même. Je pense que cette fin de semaine, ça va faire 3 semaines que j'ai sorti de la maison, qui n'est pas super long. Moi, j'ai resté là pour 3 mois. Et en ce moment, c'est comme difficile de me remettre dans la vie de tous les jours, particulièrement comme les tâches banales, comme mes impôts, mon épicerie, oui, hein? comme nettoyer mon appartement. Moi, pourquoi je dois faire ça? Le dur retour à la réalité banale. Oui. Hein? Ben, surtout après 3 mois, là, c'est quand même quelque chose. Mais tu as reçu une vague d'amour là, inconditionnelle sur les médias sociaux partout. Tout le monde scandait Trana. 4e, c'est déjà très bon. Est-ce que tu t'attendais vraiment à cet accueil-là du public québécois? Non, pas du tout. Et honnêtement, j'avais des amis francophones qui avaient eu un peu peur pour moi parce que je pense qu'au Québec, au niveau de la visibilité, la représentation trans dans les médias mainstream, on est quand même un peu en retard dans certains sens. Alors, j'avais des amis qui avaient peur pour moi. Et peur pour moi comme anglophone aussi parce que parfois, il y a des tensions. Alors, moi, je m'attendais pas à cette vague d'amour, mais c'est comme le plus belle surprise que j'ai jamais eue dans ma vie. Et honnêtement, quand j'étais dans la maison, je vivais ma vie de Big Brother. J'ai joué le jeu et je pensais vraiment jamais à la réaction. Alors, pour moi, c'est comme ça s'est vraiment dépassé toutes mes attentes comme les plus wild, honnêtement. Mais au départ, est-ce que tu as été surprise qu'on te contacte pour participer à Big Brother Célébrité? Mais oui, totalement. La première chose que j'ai dit quand j'ai reçu l'appel, j'étais comme, vous savez que je ne suis pas une célébrité, like, what's going on? Mais c'était vraiment bizarre parce que j'ai fait mon premier gala juste pour rire en français. L'été passé, c'était le gala de Rita et Jean-Thomas Jobin. Oui. Et dans mon numéro, mon dernier joke était comme, j'ai devisé un plan pour devenir une vedette québécoise. Alors, le joke, j'ai comme énuméré toutes les étapes que j'allais suivre pour atteindre cette statut de vedette. Et dans mon plan, la dernière étape était de faire Big Brother Célébrité. Okay. Mais c'était vraiment juste un joke et c'était comme un clin d'œil au fait que c'était Rita et Jean-Thomas qui animaient. Mais pour moi, c'était vraiment pas un désir de faire Big Brother du tout. Sur papier, Big Brother était mon plus grand cauchemar imaginable. Mais il y avait du monde de la production de Big Brother qui était dans la public ce soir-là. Et ils m'ont contacté comme 2-3 semaines après. Alors, c'était tellement bizarre parce que je l'ai juste dit comme un joke. Et même pas 3 semaines plus tard, c'était devenu une réalité. On t'a pris au pied de la lettre, là, finalement. Ça veut dire que fais attention à ce que tu dis. Continue à dire plein de choses. Hein? Oui.
Mais qu'est-ce qui a fait que tu as accepté? Parce que tu dis que c'était ton pire cauchemar, Oui. c'était le fait d'être vu par tant de gens. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu as dit oui, j'y vais, je fonce? Mais je dirais que tout d'abord, mes peurs étaient vraiment reliées à mon expérience en tant que femme trans, comme avoir peur de sentir que j'ai comme pas une responsabilité, mais une pression de toujours comme performer la féminité à un haut niveau qui est vraiment irréaliste. Et je savais que c'était pas possible. Et dans ma vraie vie, je suis quand même en contrôle de mon image et faire Big Brother, c'était vraiment comme de let go de cette contrôle qui m'a fait beaucoup peur. Et je m'attendais quand même à comme une expérience de école secondaire part 2. Et ça, c'était des années assez traumatisantes pour moi. J'avais pas le goût de le revivre, mais je savais que c'était une opportunité que je pouvais pas manquer. Comme j'ai vu ce que ça a fait pour Rita et les autres candidats du première saison, l'impact que ça a eu sur leur carrière. Moi, mais ça va faire 9 ans que je fais l'humour le mois prochain. Et c'est comme je voulais amener ma carrière au prochain niveau. Et je savais pas comment le faire. C'est tellement difficile. Et là, j'ai eu cette opportunité en or qui s'est présentée. Et même dans la première appel que j'ai eu avec eux, j'étais comme, c'est quoi les prochaines étapes? Comment est-ce que la processus d'audition fonctionne? Et ils ont été comme, non, il n'y a pas de prochaine étape. Il faut juste dire oui ou non. Okay. Exact. Ouais. C'est tout. Juste ça. Juste ça, Anna, j'étais comme, oh my God, like, ça m'est jamais arrivé d'avoir une opportunité si grande comme ça, juste offert, sans condition. Même si j'avais très peur, je savais que je pouvais pas dire non. C'était clairement comme une signe de l'univers. Je l'ai dit sur scène et ça s'est réalisé. Like, je pouvais pas dire non. Mais est-ce que tes peurs se sont finalement effondrées rapidement, je pense, parce que moi, j'ai écouté la saison complète, tu as vraiment fait ta place assez rapidement, puis les gens ont tout de suite accroché, je pense, à ta personnalité qui est extrêmement attachante. Fait qu'on ne pouvait pas faire autrement que de t'apprécier. Oh, mon Dieu, tes peurs se sont évanouies rapidement? Oui, très rapidement. Comme je dirais honnêtement, dès la première soirée tout ensemble, la première nuit dans la maison où on faisait comme tout le tour et on faisait nos introductions, il y avait tellement une chimie instantanée parmi nous dans ce groupe-là des 16. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et alors, la première nuit, j'ai comme expliqué mon identité, mes pronoms, tout ça. Et sincèrement, j'ai jamais eu besoin de le répéter. Pas pour les personnes dans la maison et maintenant que je suis sortie de la maison, pas pour le public non plus. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Ben, c'est une belle avancée aussi, justement, si ça peut avoir montré ou aider des gens à voir une autre réalité parce qu'on en voit encore trop peu, malheureusement, dans nos médias actuellement. Donc, c'est tant mieux. Mais est-ce que tu as peur un peu de devenir une espèce de porte-parole d'une cause? Est-ce que ça, c'est une crainte? Je dirais que j'ai cette crainte d'une manière générale, mais je dirais que à Big Brother, encore une fois, j'ai parlé de mon identité la première épisode et c'était tout. Après ça, j'étais juste moi-même, j'étais la joueuse. Et je pense que c'est comme ça que les personnes m'ont vu. Ils m'ont vu comme Trana, pas la femme trans. Mais non, et je pense que ça va rester comme ça parce que je suis pas une personne en mission. Et même quand j'ai fait Big Brother, j'avais pas de mission. Je voulais juste me sentir en sécurité. Alors, il fallait que je prenne ma place, justement. Et l'expérience, je l'ai dit dans mon dernier speech et mon entrevue avec Marie-Mé, mais c'était vraiment une expérience libérateur parce que j'étais tellement une personne qui était en mode de survie, une personne qui était en mode de protection. Mais à Big Brother, c'est comme I let it all hang out. Like, j'avais plus rien à cacher. Non, et toi-même. Exactement. Alors, ça, c'était vraiment comme globalement une expérience tellement libérateur. Alors, j'ai pas de crainte que je vais devenir une porte-parole parce que je n'ai jamais été. Et je trouve que
la communauté trans, c'est tellement une communauté, comme toutes les communautés marginalisées à la fin de la journée. Ouais. Exactement. Alors moi, je peux seulement parler de moi-même et de mon expérience. Et si ça aide du monde et si ma présence sur un show comme Big Brother aide à ouvrir les yeux des personnes. Et honnêtement, j'ai eu tellement de messages des personnes qui m'ont dit comme, j'ai regardé le show avec mon père ou mon chum qui était un peu transphobe au début, mais finalement, t'es devenue leur joueuse préférée. Ils ont pleuré quand tu as parti. Wow. Et ça, c'est la grande chance d'être à Big Brother pour si longtemps parce que les personnes me voient vraiment juste comme une Faire personne. tomber les barrières. Exactement. Surtout à la télé québécoise, on n'en voit pas beaucoup, puis on en verra peut-être plus, tout dépendant. Mais là, Big Brother, c'est ça. La saison 1, Rita, Rita Jean-François, qui a été un personnage chouchou. Là, la saison 2, Trana. Fait on se demande à la saison 3 qui ils vont mettre. Là. On le sait tellement. Mon Dieu. Qui va sortir Qui va sortir parce que on s'entend. Vive la diversité. Oui, une fois qu'on fait ce genre d'émission-là, surtout avec la popularité qu'il y a eu à nouveau, qui était, si je ne m'abuse, la meilleure émission, la plus regardée de nouveau. Fait c'est quand même gros. On a préparé un petit quiz Big Brother. J'ai à peu près une dizaine de questions. Réponse rapide, on va voir, parce que oui, il y a eu des émissions 7 sur 7 présentées à Brac TV, mais on ne voyait pas vraiment plus que ça. C'était beaucoup la game comparé à la saison 1 où est-ce qu'il y avait des jeux. Mais premièrement, juste là-dessus, est-ce que tu as été, parce que tu avais suivi la saison 1 de Big Brother, est-ce que tu as été déçu quand tu as vu les épisodes qu'à 7 sur 7, vous n'aviez pas fait tant de jeux que ça? Est-ce que tu aurais aimé ça, que la production fasse comme dans la saison 1 ou tu étais à l'aise avec ce qu'ils ont montré à la télévision? Mais j'ai jamais regardé les 7 sur 7. Okay. Et même la première saison de Big Brother, je ne l'ai pas suivi en temps réel. Quand j'ai accepté de faire Big Brother, ils m'ont envoyé la première saison. Okay. Et là, je l'ai regardé presque au complet. Je dirais qu'on a trouvé quand même des manières de s'amuser dans la maison. Alors, je pense pas qu'il y avait une manque de divertissement. OK. Donc, je vais commencer avec les quelques questions. Le premier nom qui te vient à l'esprit, il n'y a pas de problème. Okay. Qui était le plus drôle? La personnalité la plus drôle? Léo et Lisanne et Claudia. I know c'est trois noms, mais c'est les 3 personnes qui m'ont vraiment fait le plus rire. Qui dormait le plus tard? Hugo. Oh. Dernier dormi chaque soir sans exception. Et qui était celui qui se levait le plus tôt? Hugo peut-être aussi. Il dormait pas vraiment. Non, il dormait pas beaucoup. Honnêtement, je pense qu'il dormait pour 4-5 heures par soir. Oh, quand même. Le reste du temps, il s'entraînait sûrement. J'imagine le matin, il était tranquille. Tout le monde dormait. Hein, fait que, exact. Parce que moi, chaque matin, quand je me levais, j'étais aux cuisines. Hugo était toujours, ou presque toujours là. Mais il était déjà prêt à commencer. Lui, il avait déjà commencé sa journée depuis longtemps. Oui. Qui faisait le meilleur souper? Oh, Guylaine et Léo, qui a pris le relève une fois que Guylaine s'est partie. Qui prenait le plus de temps à la salle de bain? Ça peut être aussi un gars, on ne le sait pas, c'est pas nécessairement une femme. Hein? Mais oui, mais Hugo prenait des très longues douches, honnêtement. Lui, il est vraiment comme... je pense qu'il nous a dit que c'était comme ça lui permettait de comme decompress. Alors, il prenait vraiment des longues douches. Et qui d'autre? Moi aussi, particulièrement les journées, il fallait que je rase mes jambes. J'étais assez longtemps dans la douche. Quelle célébrité était le plus traîneux qu'il fallait tout le temps ramasser derrière elle? Oh, Claudia, sans question. Ah oui? Oui. Ça a été rapide, celle-là. Un nom rapide de Claudia. Oui, mais il n'y a aucune question. Particulièrement, il y avait comme des tasses de Popeyes, le commanditaire, et elle les laissait traîner comme partout dans la maison. C'est quoi le plus gros secret que tu as dû garder durant la saison sans pouvoir le dire à personne? Ouf, wow. Oh mon Dieu, c'est tough. Je ne sais pas parce que j'ai vraiment pas gardé énormément de secrets. Comme parmi mes alliés, comme j'étais vraiment assez transparente. Même avec mon cible Martin, j'étais assez transparente. Alors, je n'avais pas de grands secrets, honnêtement. Comme tout le monde savait que j'étais vraiment comme
j'avais vraiment la vision du girl power et je voulais vraiment une saison qui nous mettait en valeur. C'était pas une question de gars versus fille pour moi. C'est juste une question de mettre le spotlight sur nous. Alors, honnêtement, j'avais vraiment pas de grands secrets. Parce qu'on sait, on le voyait aussi, tu étais quand même une confidente, pas mal tout le monde venait de parler, malgré tout. C'était quand même bien, mais qu'est-ce qui était aussi très intéressant, c'est, tantôt tu as parlé de l'aspect anglophone de ta crainte, mais dans les médias, je sais que vous n'aviez pas accès, mais on disait beaucoup que tu étais la joueuse qui s'exprimait le mieux et qui parlait le plus en français, parce que la production traduisait les mots anglophones des autres participants qui étaient tous québécois. Donc, tu as été sûrement au 98.5, il parlait souvent de toi en bien en disant une anglophone qui parle français. Oui. C'est super le fun. On a dans une de nos émissions, parce qu'on a un podcast aussi les mercredis, puis j'avais fait une chronique à ce sujet-là. Je parlais de Big Brother, puis je disais à quel point j'avais été impressionnée de voir que tu parlais un très beau français, puis souvent tu utilisais des mots francophones, alors que beaucoup d'autres participantes parlaient en anglais, alors que toi, tu te pensais ça. Fait que moi, j'ai été séduite dès le départ. Pas juste pour ça, je vous donne un secret des behind the scenes. Il y avait un jour où on a eu, comme parce que la prod communiquait avec nous sur les... oh my God, les haut-parleurs, là, dans le Oui, monde. exactement. Ouais. Alors, il y avait un jour, il y avait un des producteurs qui nous avait dit justement qu'il y avait comme trop d'anglais parce qu'il fallait faire trop de sous-titrage. Alors, ils nous ont donné comme un petit speech à ce sujet, mais à la fin du speech, ils ont dit « Mais tout ça ne s'applique pas à Trana parce que c'est elle qu'on sous-titre le moins. » Alors, j'étais comme « Oh my God! » Mais c'est vrai! Ouais. C'est vrai! On parlait beaucoup de Big Brother, surtout dans le début. Là, certains trouvaient que c'était un peu trop anglophone. Surtout les mots, on les connaît en français. C'était des petits mots, mais c'est parce qu'il fallait quand même que quelqu'un le traduise. C'est pour ça, ici au Québec, loi 101, un petit peu trop dans les médias, ça passe mieux le français. Mais tu as fait un excellent travail. Et je vais compléter avec le meilleur challenge organisé lors de Big Brother. C'était lequel? Oh mon Dieu, mais les challenges n'ont pas été souvent des choses que j'ai aimées. Mais je vais dire, juste parce que pour moi, évidemment, c'était un moment très marquant dans le jeu, je dirais le challenge du Maison Infernale de chasse aux couleurs. Parce que je l'ai gagné. Puis c'était tellement beau ta victoire, là, c'était touchant. Je suis probablement pas la première à te le dire, mais Seigneur, que c'était touchant de voir ta réaction, puis l'euphorie, puis la joie que ça transperçait l'écran. Moi, je suis devenue toute émue. Pour vrai. Fan numéro 1. Je pense que c'est limpide, mon affaire. Là. Merci. Qui tu voyais remporter Big Brother lors de ta première semaine? Parce que la game a commencé là. Elle a commencé la première semaine. À l'introduction, tout le monde a parlé, qu'est-ce qui est leur plan, tout le monde a déjà fait les alliances, mais toi, là, quand tu étais dans la maison, qui tu voyais, qui tu pensais qu'elle allait remporter Big Brother la première semaine? Mais sincèrement, Martin. Et c'est pour ça que il était comme mon cible. Et j'ai peut-être parlé trop comme à ce sujet au début. J'aurais dû comme garder cette information un peu plus pour moi. Mais sincèrement, comme je dirais la première nuit, j'ai su que il avait comme toutes les qualités nécessaires pour gagner Big Brother. Pour moi, c'était vraiment une évidence. Et je pense vraiment que j'avais raison. Oui. Et je dirais aussi, plus que le game évoluait, je dirais Claudia aussi, j'étais sûre qu'elle allait gagner. Et je pense que vers la fin, moi, j'avais quand même des super bonnes chances de gagner. Oui. Et c'est comme étrange que finalement, c'était Martin, Claudia et moi back-to-back qui ont sorti. Et on était le top 3 du choix du public aussi. En plus. Alors, c'était comme intéressant que c'était nous trois back-to-back, mais les joueurs ont bien fait cette année parce que quand moi, je regarde les téléréalités comme Survivor ou Big Brother, je vois qu'il y a toujours comme un réticence de sortir les joueurs qui vont gagner. Il faut le faire le plus rapidement possible. Mais en même temps, c'est ça qui fait le show, hein, littéralement. Oui. C'est les bons joueurs. Tu ne veux pas non plus laisser quelqu'un que le public aime un peu moins. Et ma dernière question, c'est, le referais-tu, Big Brother? Oh my God. Ou 3 mois, c'est trop long, peut-être, je sais pas. Mais oui, s'il y avait une saison qui est un peu plus court,
Mais j'avais eu, honnêtement, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé ou suggéré très fortement que je fais Big Brother Canada. Je pense que j'aurais trop peur parce que là, si le Québec pense que ça s'est joué la saison 2 ici, regardez Big Brother Canada ou encore pire Big Brother US. Like, c'est tellement intense parce que c'est pas des célébrités qui ont une image publique à protéger. Alors, il y a vraiment comme rien qui empêche le monde à faire tout ce qui est nécessaire pour gagner. Et je pense que ce sera un peu trop intense pour moi, mais je dirais pas non. Okay. Je dirais pas non. On verra où la vie va t'amener parce que d'ailleurs, est-ce que le passage à Big Brother va te permettre d'aller là où tu souhaites? Est-ce que ça va te donner un élan pour ta carrière? Je pense que oui, honnêtement, particulièrement dans le marché québécois qui était super important pour moi parce que quand j'ai commencé à faire l'humour en français il y a 3-4 ans, c'était parce que je veux vraiment pas habiter aux États-Unis. Et même si j'ai voulu, c'est tellement cher, le processus est tellement compliqué. Je veux vraiment pas habiter à Toronto. Alors, je me suis dit alors si je vais rester ici et faire carrière à Montréal, au Québec, il faut que je le fasse en français. C'était super important pour moi. Alors, pour moi, d'avoir eu cette chance à travers de Big Brother de m'introduire au public francophone sur ce niveau-là, c'est vraiment comme le rêve, sincèrement. Mais en parlant justement de stand-up, comment c'était arrivé dans la vie? Tu t'es dit, moi, je veux faire de l'humour. Mais c'était pas ça le plan, honnêtement, comme j'avais jamais cette rêve ou cette idée en tête, mais j'avais toujours l'esprit de la performance. Honnêtement, je suis une bête de scène. Ça, c'était évident dès que j'avais comme 2 ans. Mais pour longtemps, je savais pas sous quelle forme m'exprimer. Ouais. Et ça s'était combiné aussi avec le fait que j'étais vraiment victime d'intimidation assez intense dans mon enfance et mes années d'adolescente. Alors, c'est comme ça m'a beaucoup empêché d'avoir la confiance pour le faire aussi. Mais je dirais que c'était vraiment... Il y a une humoriste américaine qui s'appelle Sandra Bernhard, qui était meilleure amie avec Madonna à un moment donné dans les années 90. Et elle est une humoriste, mais elle a un style tellement unique qui mélange musique et théâtre et burlesque et la mode. Et quand j'ai vu son œuvre, j'étais comme, c'est ça que je cherchais toute ma vie. Et dès que j'ai vu ça, c'était vraiment un moment d'épiphanie et je savais que l'humour était vraiment comme la chose que je cherchais. Là, tu as parlé de Madonna. Je peux pas m'empêcher de te demander parce que j'ai vu dans une de tes stories qui a passé, il y a quelques temps, que tu as été bloqué par Madonna sur Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, être famous, hein? Non, mais ça... Mais en fait, alors j'adore Madonna, évidemment, c'est comme mon idole depuis très longtemps. Mais c'est sûr que dans les dernières quelques années, elle est devenue comme une autre personne. Et elle a un côté d'elle qu'elle avait toujours eu d'ailleurs, qui est très comme preachy, qui dit au monde quoi faire, sans vraiment le faire elle-même. Et elle avait mis un post sur Instagram, c'est juste d'une image d'un gars à un proteste qui tenait un signe qui disait « When will you fuckers learn? » Alors, moi, j'ai écrit dans les commentaires « Madonna, when the fuck will you learn? » Et elle m'a bloqué même pas comme 2 secondes après. Elle n'a même pas demandé d'explication quoi que ce soit. Elle n'a pas aimé ça. Merci. Bon, est-ce que tu continues de la suivre, par exemple? Oui, parce que j'ai un alt Instagram account. Alors oui, je suis capable toujours de le suivre, mais son Instagram est quand même un peu effrayant ces jours-ci. Oui, c'est vrai qu'elle a pris une tangente différente depuis quelques temps, surtout sur Instagram. On la reconnaît moins, disons. Oui, exactement. Elle veut faire parler d'elle. Il y a beaucoup de célébrités, c'est ça, ils font des retours. Mais je pense que c'est vraiment une addiction, honnêtement. C'est comme une maladie, le fame à ce niveau-là. Ouais. Je pense que pour longtemps, elle a géré super bien, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas lâcher et je pense que sa motivation numéro 1, c'est vraiment son ego. Alors, c'est vraiment impossible pour elle de juste mettre le focus sur son travail artistique. Elle est vraiment comme addict à cette
fame monstre et c'est vraiment une maladie. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui peut te faire peur ou que tu peux peut-être, je te dis pas que tu vas devenir comme ça, mais de dire d'avoir cette notoriété-là, comment tu t'envisagerais ça de devenir du jour au lendemain? Je le vois pas pour moi parce que je suis pas j'ai pas 20 ans. You know, si peut-être j'ai trouvé un fame instantané quand j'étais très jeune, peut-être, mais, you know, je me connais assez bien. Je suis vraiment... Le fame en tant que tel m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ou ce qui est important pour moi, c'est juste de rendre ma carrière comme sustainable. Je veux gagner ma vie avec mon art et mon travail artistique. Donc, c'est ton expression artistique aussi, ta créativité que tu veux mettre de l'avant. Exact. Mais on vit dans un temps où il faut avoir des followers, le monde regarde ça. Moi, si je pouvais le faire sans ça, ça sera mon plus grand bonheur. Okay. Mais moi, je vois le fame vraiment juste comme un outil, honnêtement, pour continuer ma carrière. Mais c'est pas, en tant que tel, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment juste la connexion, comme la connexion humaine et honnêtement, tous les messages et cette vague d'amour que tu as identifié tout à l'heure, que j'ai reçu en sortant de Big Brother. C'est vraiment ça parce que c'est réel. Comme le monde me partage des messages qui sont tellement personnels et ça me touche énormément. Et pour moi, that's what it's all about, c'est cette connexion. Le 22 juin prochain, tu vas animer un gala au Club Soda dans le gala Dr. Mobilo Aquafest. Ça va être qui tes invités? Est-ce que tu le sais déjà ou c'est secret? C'est secret. On voulait des scoops, mais bon, on s'est essayé. Pas encore. Je ne peux pas donner des scoops encore, mais c'est vraiment cool parce que je pense que ça va vraiment avoir comme une énergie de party. Moi, je vais l'animer, bien sûr, et tous les invités sont comme des personnes que j'ai choisies personnellement. Des artistes, pas seulement des humoristes, mais aussi des musiciens. Ce sera vraiment une soirée musique et humour. Alors, ça va être vraiment, vraiment fun. Est-ce que tu rêves justement un peu, tu sais, on sait, le monde, il faut des ambitions dans la vie. Est-ce que tu rêves un jour d'avoir ton propre gala sur une des grandes scènes juste pour rire francophone? Mais oui, absolument. Il n'y a aucune question. Même honnêtement, juste de faire un numéro dans le gala de l'année dernière, c'était un rêve. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai rêvé de la salle Wilfrid Pelletier. Moi, j'ai vu tellement de concerts dans cette salle-là. J'ai vu mes idoles sur cette scène-là. Alors, d'être sur cette scène moi-même, ça fait aucun sens. Puis, si tu avais justement ce gala-là, on parle dans peut-être quelques temps, on le sait pas, peut-être plus tôt qu'on pense, ça serait qui vraiment là, ton dream team, là, les humoristes que tu veux amener avec toi? J'adore Coco Bellivo. J'aimerais que Michel soit sur le gala avec moi aussi. Je sais que ça fait longtemps, mais Guylaine aussi, comme elle est super drôle, le monde oublie qu'elle a fait l'école de l'humour. Oui. J'adore aussi Virginie Fortin. Virginie m'a donné comme tellement d'opportunités quand j'ai commencé à faire l'humour en français. So, j'aimerais bien sûr le pay it back. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. On termine on termine toujours finalement nos entrevues avec notre question impossible. On essaie de trouver une question un peu difficile à répondre, mais là, bon, elle n'était pas si pire, je pense. Mettons que tu ne peux que performer puis avoir une carrière que dans une seule langue. Est-ce que tu choisis l'anglais, ta langue maternelle, ou le français? Pourquoi tu me demandes ces questions? Les francophones sur Twitter vont m'attaquer. Oui, non. C'est pas fin, hein? Mais je dis, la seule raison pour laquelle je choisirais l'anglais, c'est vraiment la seule raison. C'est juste parce que c'est ma langue maternelle et j'ai une maîtrise et une confiance et un vocabulaire en anglais que je n'ai pas en français. Comme moi, honnêtement, quand je fais mes one-woman shows en anglais, c'est des shows qui mélangent humour et musique. J'ai fait des covers avec un musicien incroyable qui m'accompagne sur le piano. Mais souvent, ces shows-là sont vraiment improvisés.
Comme j'ai mes idées, je sais les histoires que je vais raconter, je sais où je vais aller et la musique est vraiment comme rodée. Mais j'adore la liberté juste d'embarquer sur scène et parler du cœur et d'être dans le moment. J'ai pas encore la maîtrise française pour faire ça. Quand je fais l'humour en français jusqu'à maintenant, c'est comme c'est vraiment quelque chose que je dois écrire, que je dois comme super préparer. C'est juste pour ça. Mais quand j'arrive au point que je suis capable d'improviser un show en français, là, je choisirais français. Parfait. Parfait. Hey, merci beaucoup, Trana Wintour. Ça a été un plaisir vraiment et un honneur. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aux accros du micro. Mais pour moi aussi. Ben oui, on souhaite que tu deviennes super famous, peut-être même comme Rihanna et Cindy Crawford, que vous partagez la même date de fête. Hein? Oui, I mean, come on, c'est quand même une belle gang. Oui. Merci beaucoup. Au plaisir, merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Non, mais Véro, plus fanatique que toi, c'est moi devant Tom Brady. Ça paraissait tant que ça. Non, mais oui, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je me répète, mais j'adore Trana Wintour. Je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour notre émission régulière. Et les jeudis, 16h sur notre chaîne YouTube pour d'autres entrevues avec des personnes que vous aimez. Sur ce, bye!